Effectivement, c'est un grade militaire qui était donné, je pense, c'est un grade oui, militaire ou de chasse, hein, qui était donné, le lieutenant de louveterie était celui qui était chargé d'organiser les traques contre les loups, quoi. Il faut comprendre que, et en Bretagne et dans le Poitou, c'est un peu entre les deux, il y avait énormément de loups hein, qui sévissaient, donc il y a très longtemps bien sûr, et il fallait faire des battues. Organiser tout ça. Donc vous avez des meutes de chiens, bien entendu, les chevaux, etc. Donc il fallait entraîner tout ça. Et c'est surtout bien organiser ça avec les gens qui allaient aussi à pied d'ailleurs, pour essayer de chasser, attraper et tuer ces loups-là. Et donc le nom est resté. Moi je suis arrivé en 79, on a doublé la cave. Et la cave s'est trouvée trop petite. Et en 2000, donc mon père est parti en retraite en 90. En 98, j'ai un de mes frères qui m'a rejoint pendant 2 ans. On a construit cet autre bâtiment là en 2000. Et puis, bon, toujours un peu en développement, en regroupant aussi, en restructurant un petit peu les parcelles, avec aussi un parcours, un itinéraire culturel classique au départ, très classique au départ, parce que c'était forcément de la non-culture, du conventionnel, etc. C'est ce que mon père avait installé. J'ai mis du temps à désinstaller ça et à bouger, aller vers la culture biologique. Donc déjà reprise de travail de sol, pour commencer, pour avoir un effet de terroir quand même. Et puis après ça, c'est vrai, conversion bio dans les années 99-2000. Conversion bio et biodynamie maintenant depuis 6-7 ans. Quand on est en bio, on est encore, c'est déjà une bonne étape, hein, parce qu'on supprime tout ce qui est des produits chimiques naturellement, hein, produits organiques de synthèse, tous les produits chimiques, toutes les molécules sont supprimées, c'est interdit, absolument interdit. Donc après, vous travaillez un peu avec votre tête quand même. Et puis, vous essayez de trouver des alternatives, mais on reste quand même dans une stratégie de lutte contre un nuisible. Quand vous êtes en biodynamie, vous êtes en train de, je dirais, avancer, aller plus vers une tolérance du nuisible, comprendre pourquoi, et avoir une tolérance. Alors bien sûr, il y a des seuils, hein, bien sûr, mais essayer d'aller vers un équilibre du vivant. C'est autre chose. Mais je pense qu'il faut passer par le bio déjà pour évoluer, je crois, dans la biodynamie, parce que c'est un complément. On est en biodynamie, on travaille quand même avec quelques. J'ai travaillé avec les charrues, donc j'ai travaillé quand même avec des outils. On utilise toujours un peu de bouillie bordelaise, même si on en minimise les quantités et les doses, mais on utilise toujours. On est encore un peu tributaire de ça. Après, je pense qu'il y a plein d'autres choses qui arrivent. Mais c'est une grosse réflexion, hein. C'est très long. Je pense qu'il faut réapprendre carrément tout le métier pour apprendre ce qu'est la nature, nous replacer un peu dans ce contexte aussi de nature. Quelle est notre place réellement, hein. S'il y a une prise de conscience de beaucoup de choses, du vivant, l'équilibre. Rien que le fait de la monoculture, pourquoi une monoculture alors que la monoculture crée un déséquilibre déjà, il y a ça. Donc c'est un fait qu'à un moment donné, on est obligé de remettre un petit peu tout ça en cause. Mais derrière ça, quand il y a une structure, je dirais, de société, une structure commerciale qui est mise en place et tout, il faut vivre. Donc comment on adapte ça un peu au monde moderne? Comment on arrive à être en biodynamie dans son vignoble et malgré tout rester, je dirais, suffisamment performant, j'aime pas trop ce mot-là, mais suffisamment en adéquation avec le marché quand même. Alors, il faut recréer un marché. Et il y a matière. Il y a matière parce qu'on a de plus en plus de gens qui nous écoutent, qui sont attentifs à ce qu'on fait, et justement à ces différences-là, qui ont aussi cette sensibilité, parce que ça bouge. Si ça bouge au niveau de la production, ça bouge aussi au niveau de la consommation. De toute manière, dans la mesure où l'information circule, donc effectivement, il y a des gens qui sont en attente de ça, ce qui nous aide aussi. Mais moi, c'est le balbutiement, bien loin d'être rendu au bout. On a
une cuvée d'assemblage qu'on appelle la louveterie, c'est le lieu dit ici, hein, c'est une ancienne louveterie, c'est pour ça qu'on a pris ce nom. Une cuvée d'assemblage, ça consiste en quoi? C'est l'assemblage, non pas de cépage, puisqu'on est monocépage, je le répète, 100% melon de Bourgogne, et j'y tiens. Et en fait, il y a des parcelles qui sont un peu intermédiaires des terroirs qu'on a vus. Je vous ai expliqué, on fonctionne avec des îlots. Les îlots, c'est histoire de mieux gérer le voisinage, en fait, en quelque sorte, hein, c'est ça. Mais dans ces îlots-là, tout ne représente pas forcément un grand potentiel par rapport au terroir. Donc on prend le cœur du terroir pour faire l'amphibolite, le cœur du terroir des grès pour faire les houes, le cœur du terroir des fiefs du Braille pour faire le fief du Braille. Mais il y a des parcelles un peu en bordure, bon, on ne sait pas trop ce qu'on a en dessous. Donc ce que je fais, c'est une cuvée d'assemblage. Il y a une ou deux ou trois mises dans l'année qui nous permettent en fait d'avoir, je dirais, une première cuvée d'étalement par rapport à ce qu'on fait derrière. Alors on commence par ça, c'est un muscadet Sèvres sur lit. Il est élevé sur lit, sur ses lits de fermentation pendant le minimum requis qui est de 8 mois, et je devrais dire même 6 mois. Et ensuite mis en bouteille en différentes séquences dans l'année. Alors la mise de printemps va être un petit peu plus aromatique peut-être, et puis celle qui est peut-être la mise d'automne va être un petit peu plus structurée. Alors on est sur la louveterie donc 2015. La louveterie 2015, à savoir que la première mise est terminée de vendre, et c'est un vin qu'on va pouvoir boire sur à peu près 3 années. Globalement on est sur des sols argilo-sableux, plutôt siliceux qu'argileux. Mais le travail dans les vignes est identique à ce qui est fait au cœur des terroirs. Il n'y a pas deux manières de travailler, il n'y a pas deux manières de faire la récolte. Nous, tout est vendangé à la main. Alors, c'est une équipe de plus de 100 personnes qu'il nous faut, bien sûr, pour tout vendanger. Étant entendu qu'on doit vendanger dans un délai imparti, forcément, c'est melon de Bourgogne, la maturité, c'est 2 semaines. Hein. Donc, en 2 semaines, on doit tout ramasser. Donc là, on est un peu, peut-être pas tout à fait les archétypes du muscadet même, mais c'est le muscadet selon le Jolandron, on va dire. C'est-à-dire que moi, j'aime bien avoir une attaque un petit peu salivante sur les vins, avec des notes aromatiques, mais très légères, parce que l'exubérance, ça ne me plaît pas. On fermente tout en levure indigène. On ne peut pas avoir des arômes, une intensité aromatique comme sur un Sauvignon, comme sur un Riesling, c'est impossible. On peut développer des arômes qui viennent bien sûr du cépage, hein, qui sont sur le côté fruité, souvent c'est pêche, agrumes, pêche, et puis quelquefois abricot quand c'est très mûr. Mais on va pas aller dans l'exubérance. Après la bouche, elle est quand même assez tendue, avec absence de sucre résiduel. Je tiens vraiment à ce que les fermentations alcooliques soient totalement faites, et logiquement il n'y a pas de fermentation malolactique. Si on va avoir un vin qui soit vraiment tendu, précis, il n'y a pas lieu d'aller rechercher fermentation malolactique. Elles ne sont pas requises pour l'appellation. Elles ne sont pas interdites, mais il faut vraiment que ce soit bien géré. Alors moi, j'aime pas les sensations trop lactées dans les vins. Ça n'est pas notre histoire. Nous, on est à proximité de l'océan Atlantique, avec cette fraîcheur, ce côté, je dirais presque un peu les embruns iodés. Alors, on n'est pas au bord de mer hein, quand même, mais on a quand même cette influence-là. Et c'est aussi notre culture de boire et d'élaborer des vins qui sont très secs. Alors fibolite, c'est ça. Donc c'est une roche qui est un peu gris bleutée, vous voyez comme ça. On appelle ça la famille des roches vertes, et qui part un peu en strates, qui peut se casser assez facilement. Alors on en trouve forcément plus ou moins grosses. C'est une roche qui se désagrège beaucoup en surface. Ça, c'est un métamorphisme de gabbro à l'origine. On voit que ça brille un peu. C'est plein de silicates. C'est plein de silice et de silicates, donc des petits points brillants, des petits micas. Ah, c'est bon, ça. Et c'est très riche en manganèse, c'est ce qui donne cette couleur un peu gris bleuté, mais on va dire verte, puisque les géologues disent que c'est du vert. Donc le sous-sol est pourvu de cette roche-là. Et c'est finalement une roche qui est remontée un petit peu dans les interstices des orthogneiss, depuis le centre de la Terre. Enfin, c'est vraiment des profondeurs. Et en fait, cette roche va amener une minéralité particulière au niveau du terrain. Les vins vont se traduire par quelque chose qui est beaucoup plus salin et plus iodé, bizarrement. Alors, on dit que ça vient du fond des anciens océans, donc c'est possible. Hein. Il y a eu tellement de mouvements tectoniques qu'effectivement tout s'est trouvé un peu bougé.
et compressé. Mais ce qui est certain, c'est que quand on essaye de cerner un petit peu le tour de ce terroir, ce micro-terroir, eh bien finalement on s'aperçoit qu'on a une bande qui fait 150 mètres de large à peu près, sur peut-être 2-3 km de long. Donc amphibolite, alors c'était autrefois amphibolite nature, mais nature a été interdit par la DGCCRF. Oui. Ça c'est, il faut un ménage pour rendre service aux gens qui sont en biodynamie. Donc, j'y suis aussi. On est sur le millésime 2015, donc on est toujours au Muscadet Céramène sur lit, donc élevage sur lit, jusqu'au mois de mars-avril, à peu près, époque à laquelle on fait nos mises en bouteille pour cette cuvée-là, un peu pour le domaine aussi, le doit être réussi. Alors, ici on est à 11,5 degrés d'alcool, bon en fait c'est à peine 11,5 degrés. Absence de sucre résiduel, pas de malolactique non plus. Le fait d'avoir 1 degré d'alcool de moins, ça montre davantage la minéralité, la salinité sur le vin. Donc là, on va avoir un vin qui est particulièrement tendu, rafraîchissant aussi, ça va de soi, qui n'a pas fait de fermentation malolactique, qui n'a pas de sucre résiduel. Donc c'est un petit peu le vin de connaisseur. Mais c'est aussi le vin qui est requis pour accompagner les fruits de mer. Les huîtres, quand on est dans cette salinité, ce côté iodé, que moi je trouve très génial, même un côté aérien. On est un petit peu dans un côté éphémère, c'est vrai, mais on rêve. Mais par contre, c'est un accord parfait avec tout ce qui est fruits de mer, quoi, et surtout les huîtres. Mais sans avoir une très haute altitude, on a quand même toutes ces pluralités de sols. Et il y a globalement 7 natures géologiques sur l'ensemble du vignoble nantais, du Muscadet. Donc on pourrait dire qu'il y a au moins 7 crus différents, c'est sûr. Et après, il y a des répétitions avec des métamorphismes plus ou moins, je dirais, dégradés ou comment dire, transformé quoi, quelque part. Donc en fait on va avoir, alors, naturellement la condition c'est qu'il faut que le sol soit vivant, il faut que le sol travaille. Hein. La minéralisation du sol se fait aussi par la roche-mère, donc il faut que la roche-mère se dégrade un petit peu en surface pour pouvoir nourrir un peu ce sol. Et ça va induire forcément des pH qui sont différents d'un sol à l'autre, même s'ils sont espacés que de 700-800 mètres. Et donc tout consiste finalement à veiller bien sûr que le sol soit équilibré, mais à préserver aussi cette identité-là qui est particulière. Alors, en cultivant, ce que je dis souvent, moi je dis je cultive mon sol, je travaille, toutes les vignes sont labourées, il n'y a aucun désherbant depuis 1999, on avait commencé un petit peu avant. Mais je cultive donc bien sûr les sols, je cultive le vivant, mais je cultive aussi vraiment les différences, les identités, et on respecte ça. Et ça va s'exprimer dans les vins par plus ou moins de salinité, ou alors des minéralités qui sont plus ou moins fumées, hein, ou iodées aussi. Et finalement, ça se révèle aussi avec des potentialités de garde plus ou moins longues. Les amphibolites ne vont pas être des vins, par exemple, à garder longtemps pour être bu. On va les consommer dans les 18-24 mois. C'est intéressant, mais avec une fluidité extraordinaire, une buvabilité extraordinaire. Et alors que quand on va être sur des orthognases, on va avoir déjà un petit peu plus de puissance. Le filet du Braille, on peut le boire sur 10 ans, c'est très différent. Il faut même attendre 24 mois, 36 mois avant de le boire. Et tout à l'heure, une barrière un petit peu ici d'orthognesse en sous-sol. L'orthognesse, c'est ces cailloux. C'est ça. Ça, c'est du gneiss. Ortho, ça veut dire angle droit. Donc on est sur des orthognesses. Ces orthognesses, vous voyez, c'est une terre un peu plus, une roche un peu plus ocre. Et ça, c'est le métamorphisme du granit. C'est même famille que les granites alors. Oui, mais c'est une roche métamorphique, donc ça veut dire que ce n'est pas du granit, c'est métamorphisé. C'est sur quelque chose qui a déjà été transformé. Et ce qui explique que d'un côté, on va avoir ces espèces de gneiss, on va dire orthogneiss, et puis d'un autre côté, on va avoir toute cette présence de quartz, ici. Un petit éclat de quartz. Et ça, c'est typique dans notre coin. Chaque fois qu'on a du quartz comme ça, on a de la silice. Hein, et ça nous amène, quand ça se déstructure petit à petit, ça nous amène un sol qui est comme ceci. Qui est, vous voyez tous les petits orthogneiss ici. Les petits cailloux sont des orthogneiss, quoi. Et ça amène un sol ici qui est beaucoup plus sableux, vous voyez. Il est plus ocre comparé à l'autre. Et là, c'est du sable. Alors, il faut qu'on arrive à restructurer ce sol-là. Hein, alors ça se fait petit à petit, mais c'est très lent. Hein, c'est très lent. Avec des racines comme ça. Et ce qu'il faut faire, c'est juste bouger un peu la terre pour que l'herbe soit réenfouie et décomposée. Il faut qu'on ait une vie microbienne qui se rétablisse dans ce sol-là. Les houes, c'est un lieu-dit.
Et donc l'idée sur ce terroir-là, vous l'avez vu, on est sur les terroirs de grès sable sur les argiles. Alors les argiles sont en sous-sol, hein. Les grès et les sables sont présents plutôt en surface avec beaucoup de quartz. Alors, le quartz, c'est ce que je disais, hein, c'est la silice, côté un petit peu fumé en principe. Là on n'aura pas tout à fait le côté fumé, on va avoir plutôt un côté très, comme on dit, corsé. Le corps étant donné aussi par les argiles qui sont assez structurantes. Et ce qui est intéressant sur cette cuvée-là, c'est son potentiel déjà de moyenne garde. On peut le boire sur 4-5 ans. Alors ça, c'est complètement lié au terroir, hein. Vous avez vu comment on était à la disposition. Cette exposition qui est assez intéressante, qui surplombe aussi la sève nantaise, donc les effets microclimatiques qui peuvent venir là, mais qui est une situation quand même assez ventilée aussi. Donc il peut y avoir une complexité aromatique en même temps qu'on a du corps qui est très présent dans le vin, donc c'est très acide quoi. Et l'intérêt d'avoir donc les vieilles vignes dont on a discuté, justement c'est de conserver ce capital racinaire dans les argiles, parce qu'il faut vraiment des années et des années, pour des dizaines d'années je devrais dire, pour avoir suffisamment de racines implantées dans cette argile structurante, mais qui en même temps qui a tendance à être un petit peu asphyxiante parce qu'elle est tassée. Là, on sera un petit peu plus, même si on est encore un peu dans les agrumes, on va évoluer sur des fruits déjà un petit peu plus mûrs, plus de pêche jaune, des choses comme ça. On a quelque chose, alors je vous parlais tout à l'heure de terre froide, terre chaude, c'est un petit peu la différence aussi qu'on peut faire, la sensation qu'on peut avoir aussi au niveau des vins. Ce côté, il y en a un qui est complètement dans le côté rafraîchissant, ça c'est un côté beaucoup plus structuré. Je ne veux pas dire que c'est moins rafraîchissant, mais simplement on a une impression de plus de complexité et de chaleur. Et cette bouche qui est un petit peu plus ample, qui nous laissera sans doute aller sur des épices un petit peu plus tard, mais qui a du volume, quoi, sans être chargeante. On est toujours dans quelque chose qui est assez précis, je ne veux pas dire tout à fait léger, mais qui a une certaine pureté quand même. Et ça, c'est l'absence des sucres résiduels et l'absence de malolactique qui nous permet d'être aussi précis. Sur les orthogneiss et les quartz, hein, donc c'est ce qu'on va retrouver là. Oui, les quartz comme tout à l'heure. Et puis les orthogneiss, ils sont plus petits, mais il y a beaucoup De quartz, ça c'est du quartz aussi. On est sur des choses qui sont très siliceuses. Donc ça va nous donner quoi? Ça va donner Fumé un peu chaud là. c'est ça. Ouais, à peine, parce que on s'en rappelle. Côté gamin, je faisais ça aussi. Ouais. Et ça c'est ce qu'on retrouve dans nos vins. Plus ou moins marqué, mais un petit peu ces côtés terreux pierreux. Donc là, alors cette parcelle-là n'est pas la mieux exposée, c'est bien sûr les autres qui sont les mieux exposés. On n'a pas tout, hein. Les voisins qui vivent. Mais on a quand même majoritairement les parcelles qui sont ici. Alors là, il y a un microclimat particulier, je vous parlais des brouillards. Donc quand on descend par là, on descend sur la sève nantaise. Donc en fait, les brouillards arrivent et baignent tout ça, là, toute la vallée, là, le château, tout ça. C'est pris dans le brouillard et ça amène des maturités qui sont... Alors ça garde la fraîcheur des acidités et ça amène des maturités où on peut aller jusqu'à 12,5 quoi. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Donc pas de chaptalisation. On a Non. juste réglé le rendement pour justement ne pas avoir à chaptaliser et avoir un équilibre entre ce qui est richesse en sucre et acidité. Donc ça nous donne naturellement les équilibres dont on a besoin. Alors en cave, on n'a pas grand chose à faire. On a juste à regarder pour que ça fermente bien, quoi. Des fois ça marche pas bien. Alors, ce qui compte, c'est de réguler la taille avec non pas une production recherchée, mais avec la potentialité du terrain. C'est ça qui est important. Une fois qu'on a compris ça, après les choses se passent normalement. Le fiel du Rhin est donc caractéristique de l'orthogneiss quartz, un coteau exposé plein sud, dont vous avez vu les parcelles. C'est là où on avait le château là. Voilà, c'est dans la propriété du Brun, qui est magnifique, une ancienne folie nantaise. Et puis, avec un élevage sur lit de 24 mois, requis dans notre cahier des charges. Alors, on a requis entre 18 et 24 mois pour donner la possibilité aux vignerons d'aller un petit peu plus loin si c'est nécessaire, pour certains millésimes. D'autres millésimes, peut-être qu'il sera préférable d'être à 19 mois de mise en bouteille. On va me dire, il y a 3 mois, 4 mois d'écart, est-ce que ça joue? Ça joue qu'en fait, on est
avant l'été ou après l'été. C'est ça qui est important. Donc dans la cave, ça va jouer. Bien sûr. Ça va jouer sur quelque chose, ça va jouer sur la teneur en gaz carbonique, ça va jouer des fois sur les basculements d'évolution du vin au moment. Voilà. On est dans une démarche de cru communal, de reconnaissance de cru communal, donc d'appellation village de la Foissière, pour ce terroir-là, hein, comme une dizaine d'autres vignerons qui sont répartis sur les Foissières et Vertou, les deux communes. Cette appellation village n'est pas encore en étude avec les commissions d'enquête de l'INERO, elle est simplement en essai. Hein. Elle n'est pas en étude, donc elle ne sortira pas dans les cahiers, dans les textes officiels de courant 2017, comme sortiront les 4 autres. Mais on est dans le train. On est en marche. Et ça va regrouper majoritairement une influence en matière de géologie. Ça va regrouper un ensemble de terrains qui sont sur des orthogneiss et des quartz. C'est vraiment la particularité des terrains, je dirais, rive droite de la Sèvre nantaise. On est délimité au nord par le cru Goulaine qui va sortir en 2017, par le cru du Palais à l'est, et puis par la ville de Vertou, puisque c'est l'urbanisation, on touche la banlieue de Nantes, hein, la ville de Vertou, donc en ce qui concerne la partie nord-ouest, on va dire. Boire rapidement sur les 10 dernières années, si on prend le fief du Braille, bon, de toute façon il faut toujours se caler à 4-5 ans, hein, de toute manière, minimum. Donc on les boit à 4-5 ans. Après, ceux qui ne peuvent pas se garder au-delà de 10 ans, oui, il y en a quelques-uns. Je pense 2011. 2011, c'est à boire maintenant. 2008 tiendra pas non plus, plus que ça, il manque un peu de complexité. 2012, je ne sais pas trop où ça va aller. 2012, c'est une petite récolte aussi. Donc plutôt très très riche, millésime très très riche. Il y a des belles choses. Donc c'est très agréable à voir maintenant. On est à 5 ans, hein, pratiquement. Hein. Donc moi je dirais 2012, ça va être à voir dans les 3 ans là maintenant. Mais 2010, vous avez vu, c'est encore debout, quoi. Ça peut tenir encore 5-7 ans. Quoi. C'est là où on a des choses qui sont quand même surprenantes. Et moi je pense que les millésimes qu'on dit froids, parce que justement les nuits étaient froides et qu'on a des acidités qui sont un petit peu tendues, comme on va quand même chercher des maturités sur ces terroirs-là, qui sont un petit peu privilégiés quand même, au niveau des expositions, finalement c'est peut-être les millésimes qui se gardent le mieux. Simplement il faut qu'il y ait suffisamment de complexité dans le vin pour avoir des choses intéressantes à faire évoluer, quoi. Donc c'est évident qu'un vin qui manque de complexité, je pense qu'il n'a pas trop sa place dans le vieillissement. De manière générale, il y a des millésimes qui sont plus difficiles où on va pas rechercher à faire du vieillissement. 2016, c'est le gros point d'interrogation parce qu'on est à la fois sur des choses, un climat très perturbé, hein, très contrasté, entre le gel de printemps, l'excès de pluie à suivre et puis la sécheresse de l'été. On est vraiment que dans des contrastes. Donc les contrastes, naturellement, amènent au niveau de la plante des stress. Les stress n'amènent pas forcément l'équilibre en finale. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau d'équilibre dans les 15 jours qui précèdent la récolte. Cela dit, il y a quand même toute l'histoire avant, quoi. Donc pour moi, 2016, c'est à voir. Ouais, c'est vrai, c'est bien.